Je m'appelle Tiffaine Lagarde et je suis la fondatrice de 269 Libération Animale. Tu peux nous présenter 269 Libération Animale ? 269 Libération Animale est né en 2015. Au début, il a procédé comme toutes les associations animalistes en faisant des happenings de rue, du militantisme de tractage, des happenings chocs, etc. Et puis, fort rapidement, on s'est rendu compte que cette façon de faire et cette approche aussi du problème de l'exploitation animale n'était pas la bonne. On ne voulait pas cibler les consommateurs, mais taper beaucoup plus haut sur ceux qui font et qui fabriquent l'exploitation animale. Et ce que je peux dire, c'est que d'aller vers les abattoirs, ça a d'abord relevé presque d'un instinct, d'un geste instinctif qui nous a poussés à aller vers les animaux. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre parce que ça a été un pas qui a été déterminant. En fait, très simplement, si on raisonne et qu'on se dit qu'on lutte avec les animaux, comment peut-on rester dans la rue et ne pas faire cet effort d'aller vers eux ? Les animaux d'élevage, leur monde, ce sont les élevages et les abattoirs. C'est juste ces 4 murs-là. Et évidemment, quand on se dit complice de la lutte qu'ils mènent, eux, dans ces lieux, le geste que l'on doit faire en tant que personne solidaire, c'est déjà de faire ce pas et d'engager un activisme qui va vers eux et qui se délocalise vers les lieux où ils se trouvent. Et pour nous, la décision d'aller vers les abattoirs, elle a relevé tout simplement de ce sentiment-là, de ce sentiment qu'on se tenait trop loin d'eux. Et c'est pour ça que je dis souvent que 269 Libération Animale a inventé une lutte avec les animaux. C'est par ce premier déplacement géographique, en fait, qu'est venue cette approche-là de l'antispécisme. Et elle a été déterminante pour la suite. Pourquoi cibler les abattoirs en particulier ? Je crois qu'il faut comprendre que l'exploitation animale, elle est fabriquée. C'est un système de domination qui est fabriqué par des décisionnaires, par des dominants, et que les consommateurs, c'est un échelon bien inférieur et bien plus lointain, qui doit beaucoup moins nous intéresser. Nous, ce qu'on veut cibler, c'est pas les individus, c'est davantage les décisionnaires, les dominants qui fabriquent le système de l'exploitation animale. Quand on regarde aujourd'hui la production animale, les maîtres de l'exploitation animale, ce sont les grands abattoirs industriels. Ce n'est pas aujourd'hui l'abattoir, c'est pas le parcours, c'est pas le lieu fin de course des animaux, c'est le lieu qui décide de combien d'animaux vont être abattus, de ce qu'on va livrer au supermarché, etc. Et c'est un maillon qui est déterminant dans le système d'exploitation animale, c'est lui qui décide. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, quand on adopte cette approche matérialiste, évidemment on comprend combien il est important de les cibler. Et quand je dis de cibler les abattoirs, évidemment, stratégiquement parlant, il faut d'abord cibler les abattoirs industriels. L'élevage paysan et les abattoirs bio ne sont pas des cibles pour vous ? Tous les abattoirs sont ignobles, tous les abattoirs sont horribles et on lutte contre tout type d'exploitation animale. Moi, j'ai vu des animaux qui étaient torturés, qui étaient dans des conditions abominables et dans des vies misérables, dans des élevages paysans. Là-dessus, on est d'accord, ça ne fait même pas débat. Mais aujourd'hui, mes vrais ennemis, ce ne sont pas les éleveurs paysans, c'est l'agro-industrie et ce sont les gros sites, donc les gros abattoirs industriels. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faut comprendre que, bien évidemment, qu'en fin de course, on sera de part et d'autre de la barricade, les éleveurs paysans et les antispécistes, ça va de soi. Mais aujourd'hui, ce duel-là, il est inopérant à mener. Aujourd'hui, on est dans un tel état des choses concernant l'exploitation animale, il y a tant de victimes, nous n'avons rien obtenu comme avancée qu'il faut d'abord taper les plus hauts et ceux qui fabriquent le système. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à aller viser des petites fermes. On a tout intérêt par contre à se reporter sur les abattoirs Bigard, Charal, Taunise. Et ces sites-là, ils sont beaucoup plus importants stratégiquement pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un point, une réflexion stratégique qu'a essayé d'apporter 269 Libération Animale. C'est une stratégie à contre-courant de ce qui se fait dans la lutte antispéciste actuellement. Qu'est-ce qui a influencé ce mode d'action ? Quand on est militant, on doit être pragmatique. On n'est pas en quête de médailles.
on est en quête de changement effectif. Si je suis en quête de changement effectif, je tape ceux qui font le système d'exploitation animale. Donc je tape haut et je tape fort. C'est une évidence, c'est une logique. Toute lutte politique s'inscrit dans un contexte historique et dans un temps politique. Aujourd'hui, le temps politique des animaux, il est celui de l'exploitation la plus totale. Aujourd'hui, l'antispécisme n'est pas une force d'opposition à ce système. Pour que la lutte antispéciste soit une force d'opposition, il faut se reporter vers des cibles qui soient à la fois symboliques, qui soient chargées politiquement et qui soient aussi des cibles qui peuvent amener des effets concrets. Et voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous, les abattoirs sont la cible à viser. Tu te souviens du jour où tu as réalisé qu'il fallait aller dans les abattoirs ? J'étais au sanctuaire, le premier sanctuaire, celui qui était à Saint-Étienne, et j'étais assise à côté d'Ocho. C'est Ocho qui était allongé avec moi et Fantomas, ces deux petites chèvres qui ont été rescapées d'un élevage. Et on était tous les trois là, et je me souviens avoir vu, la particularité de ce sanctuaire, c'est qu'il y avait l'autoroute qui passait au loin, une bétaillère, 2 bétaillères, 3 bétaillères, c'était en fin d'après-midi. Et je me suis dit à ce moment-là, mais le lien qu'on a en fait dans ce sanctuaire, le lien qu'on a avec les animaux, il n'est pas respecté quand on fait du militantisme loin d'eux. Et je me suis tout simplement dit, en fait, j'ai regardé ces bétaillères, j'ai regardé Ocho, j'ai regardé Fantomas, et j'ai dit, c'est là-bas. C'est là où vous terminez votre vie qu'il faut aller. Et je me souviens, on a pris la voiture le soir et on est allé à l'abattoir de la Talaudière, à 2, en mode totalement inconscient, je peux le dire quand même. Et on a bloqué le portail de cet abattoir-là. Et je crois que de ce geste-là est née toute la suite. Et c'est important de le comprendre quand je dis que c'est un geste instinctif qui nous a poussés vers l'abattoir. C'est un geste instinctif, mais c'est aussi un geste que je dois aux animaux avec lesquels je vivais dans le sanctuaire. C'est vraiment eux, en fait, d'avoir compris que leurs corps sont broyés là-bas et que ma place, elle était là-bas, là-bas où s'arrête leur vie. Et ça, pour moi, ça a été déterminant. Et je me souviens de ce premier blocage, on n'avait rien. On avait une chaîne qu'on mettait autour de notre cou, on s'est attaché au portail et on a empêché de rentrer les bétaillères. Et je me souviens aussi surtout de ce chauffeur d'une bétaillère de veau qui est descendu et qui pleurait et qui m'a dit « Je les emmène pas là de gaieté de cœur, je le fais parce que j'y suis contraint, j'ai besoin d'un travail. » Et il m'a dit « C'est toute l'horreur du monde qui se tient là. » Et la phrase qu'il m'a dit de ce jour-là, « Toute l'horreur du monde qui se tient là », je lui dois toute la pensée, toute la théorie, toutes les idées d'action qui sont arrivées ensuite. Parce qu'il a tout dit en ces quelques mots. L'abattoir, c'est pas juste un lieu, c'est pas une usine, c'est un lieu qui fabrique la domination dans notre monde. L'abattoir, c'est même un monde à lui tout seul. Dans l'abattoir, on fabrique des hommes contre les animaux. Quand vous êtes devant le box d'abattage, que le veau, il est en bas, et qu'il y a cet ouvrier qui doit percuter sa boîte crânienne avec ce qu'on appelle le matador. Dans ce geste-là se joue notre rapport aux animaux et l'histoire qu'on a écrite avec les animaux. Et c'est à cet endroit précis-là qu'il faut attaquer en fait, qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut se mettre, parce que de ce geste-là naît en fait toute l'exploitation animale. Tu te souviens de ta prise de conscience dans un abattoir ? Premier choc que j'ai eu, c'est celui de voir un taureau qui était dans le couloir de la mort. En fait, au tout début du couloir de la mort, la bouverie était tellement pleine qu'il avait été déchargé en fait dans le début du couloir. Il était le premier à y passer le lendemain matin. Et de l'avoir vu souffler à ce point, taper de toutes ses forces pour sortir de ce carcan de métal, évidemment, ça m'a bouleversée et le mot est bien faible. Et surtout, j'ai compris que je rejoignais une lutte déjà existante. Et je crois que c'est d'avoir été, évidemment, dans l'abattoir qui me l'a fait comprendre que la lutte, elle est d'abord menée par les animaux dans ces lieux. Alors évidemment, on pourra dire que c'est une lutte qui n'est pas victorieuse. Et c'est évident, les animaux ont perdu. Les animaux sont aujourd'hui vaincus. Mais comment peut-on gagner quand génétiquement, on est fait pour être dominé ? Les animaux, génétiquement, sont privés de tous leurs attributs défensifs. Ils portent en fait la domination dans leur corps.
ils habitent des corps prisons, des corps qui ne leur appartiennent même pas d'ailleurs. Le corps appartient à l'abattoir dès qu'ils naissent. Et évidemment qu'ils ne peuvent pas gagner tout seuls, c'est une évidence, mais ils résistent. Ils résistent avec les moyens qui sont les leurs, avec leur manière, avec leur façon. Et ça, je l'ai vraiment compris en étant dans l'abattoir. Et le blocage d'abattoir, c'est avant toute chose un acte de complicité avec eux, un acte de solidarité avec eux. Et je crois que là aussi se joue quelque chose de déterminant dans l'approche de la lutte antispéciste. Elle est débarrassée de tout esprit paternaliste à partir du moment où on est avec les opprimés et où on n'est plus dans quelque chose qui relève d'une action en leur nom. Voilà. Là, vraiment, le blocage d'abattoir, pour moi, se fait avec les animaux. Et ça, c'est vraiment déterminant. Et je crois que c'est un point qui est crucial dans ce qu'a inventé 269 Libération Animale. Et je dis souvent que le vrai fondateur de 269 Libération Animale, c'est ce taureau-là. C'est cette nuit-là et ce taureau. Ce taureau, il a inventé cette tactique de lutte en complicité, en solidarité. Et à partir du moment où on avait fait ce pas dans l'abattoir, mais comment pouvions-nous retourner dans la rue? Notre place, elle était là. Et le premier blocage, à l'abattoir de Corba, on était 12 pour ce premier blocage d'abattoir. Et il y avait les veaux tout autour de nous qui pleuraient, qui suppliaient. Et ce premier moment, en fait, où on s'est mis entre le poste d'abattage et les animaux, mais cette première fois dans le couloir de la mort, on n'a pas pris la place des animaux, mais on s'est mis entre eux et les couteaux. Et cette place-là de bouclier humain, de corps, en fait, de corps qui se sert, qui devient tout d'un coup une arme de protection, c'est quelque chose qui est magistral pour moi. C'est vraiment un geste qui est fondateur et un geste qui est important parce que c'est Foucault qui disait entre le corps et la politique, il y a un branchement direct. Je trouve qu'il n'est pas suffisant de faire sortir des images des abattoirs, d'aller y mettre des caméras, c'est qu'il faut engager le corps dans l'abattoir pour le transformer en lieu politique. Et moi, mon but, ma mission pour 269, c'est de faire de l'abattoir un lieu qui pose problème, de transformer l'abattoir en un lieu politique. Et pour le politiser, il faut engager le corps. Ça, j'y crois profondément. Je ne crois pas en une politique uniquement de l'image, faite de vidéos d'enquête ou de pétitions. Non, il faut engager quelque chose. Tout d'un coup, ce lieu qui tue en permanence, H24, 7 jours sur 7, on l'arrête, mais mieux, on en fait un lieu de solidarité avec les animaux. L'abattoir, il est fabriqué pour créer la séparation humains-animaux. Nous, quand on y va, tout d'un coup, les humains et les animaux sont ensemble. C'est une étreinte, l'action directe dans l'abattoir. C'est un geste d'amour envers les animaux. Et en fait, on fait fonctionner l'abattoir à l'envers. On y apporte quelque chose qui n'existait pas. On raconte une autre histoire dans l'abattoir. C'est ça qui est fort. En fait, on transforme l'abattoir en allant le bloquer ou en allant y extraire des animaux. Et ça, vraiment, c'est un geste qui est politique, qui est très chargé et qui a déclenché quelque chose dans le mouvement animaliste. Bien sûr que la tactique du blocage d'abattoir ne mettra pas fin seule à l'exploitation animale. Il faudrait être totalement irréaliste pour dire l'inverse. Mais c'est une tactique qui met le feu. C'est une tactique qui allume quelque chose. Et en plus, elle est extrêmement fédératrice parce qu'elle apporte quelque chose de populaire dans la pratique de l'action directe. Des personnes qui ne pensaient jamais en être capables, tout d'un coup, disent « oui, je vais y aller parce qu'on est un groupe et on y va ensemble et je vais franchir ce portail et je vais passer cette porte et je vais pousser la porte de la salle d'abattage et je vais aller me mettre avec les animaux. » Moi qui, quelques semaines avant, étais dans la rue et à qui ça me semblait impossible. Et il y a aussi quelque chose de beau dans cet engagement profond. Ça renoue quelque chose avec un militantisme de l'extrême de gauche telle qu'on l'a connue dans les années 70, etc. C'est vraiment cette pratique, on retourne aux origines de la pratique de l'action directe et c'est ça que je trouve très beau dans le blocage d'abattoirs. On tuait déjà les animaux avant les abattoirs, alors qu'est-ce qui a changé ? Les abattoirs industrialisés, ils ont commencé à émerger en France en tout cas à la fin du XXe siècle, plus récemment du coup que dans d'autres pays.
Et aujourd'hui, sur les 290 abattoirs qu'on compte en France, allez, il y en a 70% qui sont des abattoirs privés et qui sont des abattoirs qu'on appellerait de nature industrielle. Et c'est aussi déterminant de comprendre ça, de comprendre comment le système d'exploitation animale a changé et comment le capitalisme nous a fait passer d'une exploitation animale de subsistance à une exploitation animale industrielle. Ce sont les abattoirs industriels qui ont rendu les animaux tuables, qui ont transformé les animaux en objets. Ça, j'en suis persuadée. En fait, ils ont été tués massivement. C'est un fait. L'abattoir industriel a générer tout un matériel, des processus, etc., qui ont tué les animaux à la chaîne de manière industrielle. Et parce qu'ils ont été tués de cette manière-là, ils sont devenus des êtres tuables dans notre société. C'est là où l'approche matérialiste se trouve pour 269. C'est vraiment celle de dire ce sont les abattoirs qui ont fabriqué l'idéologie spéciste. Pour que l'abattoir industriel puisse continuer à abattre autant d'animaux à la chaîne, il a commencé par le faire et ensuite il a collé dessus l'idéologie spéciste. Et parce que les animaux sont tués à la chaîne, ils sont tuables. Et ils sont tuables à volonté et donc ils sont méprisables et ils sont invisibles. Le capitalisme produit des corps qui sont invisibles pour pouvoir mieux les tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les animaux. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans ce lieu-là. Comment avez-vous contourné la répression pour continuer à agir ? Alors après l'abattoir de Corba, l'abattoir Charal, l'abattoir Bigard, etc., on les a enchaînés en France à un rythme très important, quasiment tous les 2 mois. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, au début on a commencé par prendre des condamnations légères, des rappels à la loi. On s'est dit, tant mieux, on continue, on fonce, tant qu'on a des rappels à la loi, on peut y aller. Des amendes. Ensuite, ça a commencé à devenir des condamnations de prison avec sursis. Et là, premier problème, qu'est-ce qu'on fait ? On est condamné à de la prison avec sursis pour avoir bloqué des abattoirs. Alors on s'est dit, il faut être stratégique à ce moment-là. Nous, moi et l'ex-cofondateur, on ne va plus aller sur les blocages d'abattoirs physiquement, on va les organiser, on va les mettre en place, on va épauler les militants et militantes qui y participent. On va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, on ne sera pas présent physiquement le jour J. Et comme ça, la justice n'aura plus matière, n'aura plus de preuves pour nous attraper et nous empêcher d'agir. Mais malheureusement, la justice a été futée. La justice a utilisé l'accusation de complicité idéologique. Elle a dit « Vous n'étiez pas présent ». Mais c'est votre idée de faire des blocages d'abattoirs. Vous l'avez pensé, cette tactique-là. Donc je vous condamne. Et je vous condamne comme complice idéologique. Et c'est extrêmement grave. Une telle qualification juridique est rarement utilisée dans les tribunaux aujourd'hui. C'est quand même quelque chose, c'est un fait assez exceptionnel. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle nous a rattrapés par la complicité idéologique, on a dit c'est pas grave, on va pas s'arrêter, c'est hors de question. L'exploitation animale, c'est un problème mondial. On va aller ailleurs, c'est tout. On va pas aller en France, bien évidemment, puisqu'on a des sursis et qu'on est rattrapé par la complicité idéologique, on va aller faire ailleurs. Et en fait, de ce geste d'aller faire des blocages d'abattoirs dans d'autres pays, ça nous a permis de forger des solidarités internationales et ça nous a permis de continuer et d'être plus malins et de savoir rebondir. Aujourd'hui, je suis en sursis de prison, cumulé en termes de peine, j'ai 2 ans et demi de prison, assorti de sursis simple ou de sursis probatoire. Il est évident qu'aujourd'hui, s'il y a un blocage d'abattoir en France, ce sursis sera révoqué. Ça veut dire que ça se transforme en prison ferme. Donc, tout l'intérêt d'aller faire des blocages d'abattoirs dans d'autres pays, puisque si ils se déroulent dans d'autres pays, bien évidemment, il y a une répression qui est propre au pays dans lequel s'est déroulé le blocage d'abattoir qui va s'abattre, qui va s'appliquer. Mais par contre, sur le territoire français, j'ai une chance d'échapper à la révocation de mon sursis. Donc ça, c'est la tactique qui est développée aujourd'hui par 269 Libération Animale pour continuer cette méthode de lutte. Tu ne penses pas que tu seras rattrapé par la justice tôt ou tard ? Alors, elle n'est pas parfaite, la stratégie. Bien évidemment que tôt ou tard, on sera sans doute rattrapé par des règles de droit international et de droit européen. Mais tant que ça marche, il faut foncer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se dire qu'il est plus possible de faire de l'action directe parce qu'il y a de la sécurité et de la surveillance partout. Oui, il y en a. Mais on sera toujours plus intelligente et plus intelligent qu'eux.
Et l'abattoir, ça l'impacte comment d'être bloqué pendant 24 heures? Les abattoirs, les gros abattoirs industriels, une journée perdue, une journée où il n'y a pas d'activité, c'est un dommage économique qui peut se chiffrer jusqu'à 300 000 € quand même. Et aujourd'hui, je connais peu d'actions directes qui encourent si peu de risques judiciaires. J'entends par là que depuis que toutes les personnes qui participent au blocage d'abattoirs se désignent comme étant responsables pénalement, on est quand même sur des condamnations qui sont légères. On va parler d'amende avec sursis, de jours amende, mais ça ne va jamais au-delà. Eh bien, avec une si faible condamnation judiciaire, je ne connais pas beaucoup d'actions directes qui engendrent un tel effet économique. Infliger à des structures comme celle-ci une perte qui va jusqu'à 300 000 €, c'est quand même extraordinaire. Et je le dis, et j'ai pas peur d'employer le mot. Quand on parle de sabotage, parce que appelons les choses par leur nom, aujourd'hui le sabotage d'un abattoir, on peut se dire ça serait plus efficace, on y va un petit groupe de personnes et on crée un dommage irréversible. Bien évidemment, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, le sabotage est aujourd'hui une pratique et une tactique de lutte qui est efficace et qui doit être employée. Mais le sabotage, c'est une tactique qui en fait encourir des risques bien supérieurs, qui vont jusqu'à 10-20 ans de prison. C'est une tactique qui nécessite d'avoir un certain matériel spécifique qui n'est pas facile d'obtenir, etc., etc. Le blocage d'abattoir, lui, on y va, on a un pied de biche, des chaînes, et on y va surtout avec un grand nombre de camarades. Et c'est ça qui est particulièrement beau dans le blocage d'abattoir, c'est que ça permet à un grand nombre de personnes, et des personnes qui ne sont pas expérimentées pour la plupart, de faire ce premier pas et d'engager le corps vers la pratique de l'action directe. Et c'est pour ça que c'est très important le blocage d'abattoir comme tactique de lutte aussi, parce que c'est une tactique pédagogique. Évidemment, c'est la première fois que ces personnes vont mettre le pied dans un abattoir. Cet effet formateur pédagogique du blocage d'abattoir, il s'ajoute à l'effet économique, l'impact économique qu'on a sur l'abattoir de lui faire perdre de l'argent. Et je précise tout de suite que l'assurance, parce que les abattoirs, comme toute entreprise, ont des assurances. Mais les assurances, généralement, ne couvrent pas le risque blocage d'abattoir. Pourquoi ? Parce que les assurances vont se défendre en disant « Attention, c'était un risque qui était finalement prévisible et c'est un défaut de votre sécurité si le blocage d'abattoir a été rendu possible. » Et très souvent, dans la plupart des dossiers, les assurances ne remboursent pas les abattoirs. Ça veut dire que la perte, elle est ce qu'on appelle sèche en termes économiques. Donc, c'est de l'argent qui est réellement perdu par l'abattoir et qui ne sera ni remboursé par une assurance, ni par des dommages et intérêts obtenus auprès d'un tribunal, puisque depuis que 269 fait ses blocages d'abattoirs dans d'autres pays que la France, eh bien, en fait, quand on fait un blocage d'abattoir, par exemple en Italie, il n'y a pas de camarades italiens avec nous. Comme ça, c'est vite réglé. Quand il y a la convocation pour aller au procès, personne n'y va. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes par corps. On ne peut pas aller chercher une personne qui vit en France ou qui vit en Allemagne, etc., pour l'emmener de force devant le tribunal italien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de procès, puisqu'il n'y a pas de prévenus, et puisqu'il n'y a pas de possibilité de les emmener de force à une audience. Et pas de procès, pas de condamnation. Aujourd'hui, 90% des blocages d'abattoirs qui ont été menés dans d'autres pays se sont soldés par absolument zéro condamnation judiciaire. Et ça, c'est quand même extraordinaire comme tactique de lutte. Donc le blocage d'abattoir, c'est une perte pour l'abattoir. Mais alors, c'est quoi la recette d'un bon blocage ? Il faut faire du repérage. Il est évident que des sites comme des gros abattoirs industriels, il faut les connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la lutte antispéciste et qui, moi, m'a toujours semblé étrange. C'est que je trouve qu'on ne connaît pas assez son ennemi. On n'étudie pas assez comment fonctionne le système d'exploitation animale. Quand je dis que les abattoirs industriels sont les maîtres du système d'exploitation animale et du système de domination spéciste, ça ne me sort pas comme ça sort pas d'un chapeau. C'est parce qu'on a étudié le système tel qu'il est fait. On s'est renseigné sur qui fait la production, qui donne les ordres, etc., à qui appartiennent aujourd'hui les gros élevages, qui domine en fait,
Qui dit combien d'animaux il veut tel jour pour les transformer en barquettes pour tel supermarché. Et ces grands abattoirs-là font la pluie et le beau temps dans le système d'exploitation animale. Et ça nous vient de tout un travail de repérage, d'analyse de données, de lecture, de rapports, de chiffres d'affaires, etc., etc. Alors, bien évidemment, pour faire un bon blocage, il faut bien connaître son ennemi. Il faut savoir à quelle heure il commence, quand sont amenés les animaux, à quelle heure les ouvriers entrent. Est-ce qu'il y a des vigiles? Est-ce qu'il y a une sécurité sur le site? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer facilement? Par où rentrer? Tout ça, c'est des mois et des mois de préparation. Des mois durant lesquels on va appréhender ce lieu. On va le comprendre sa mécanique, voir par où on peut passer. Évidemment, voir si on peut garer nos véhicules à proximité ou pas. Il y a toute une organisation qui se met en place derrière qui nécessite un énorme travail, c'est évident. Ensuite, le jour J, une fois que tout ça a été bien fait, correctement fait, on y va ensemble en groupe, on est devant le portail de l'abattoir, on le franchit d'une manière ou d'une autre, soit il y a une issue et un petit passage pour ne pas avoir à commettre une effraction ou à devoir sauter par au-dessus, soit il faut faire des gestes un petit peu plus sportifs. Et c'est pas grave, parce que comme on est un groupe, comme on forme un bloc offensif, il n'y a pas de personne qui reste derrière le portail, il y a une énorme solidarité qui se passe à ce moment-là, et je crois que tout le monde, en fait, ça décuple les capacités de tout le monde. La force qu'il y a à cet instant-là, l'envie d'y arriver, et la démesure aussi de ces lieux, pour la première fois, quand on les voit, ça vous impressionne et on se dit « Wow, je suis devant, je veux l'arrêter, alors j'y vais. » Et vraiment, il y a ça crée en fait une surpuissance du corps. Et ça, je l'ai vu plein de fois et la peur n'existe plus à ce moment-là. En fait, on franchit le portail et ensuite, on sait exactement par où passer pour atteindre la salle d'abattage. Alors bien évidemment, plus l'abattoir est grand, plus ce moment-là va être compliqué parce qu'il va falloir investiguer, parce que quand on est en repérage sur des gros abattoirs industriels, on ne peut pas rentrer en amont à l'intérieur puisqu'il y a des vigiles, des systèmes de sécurité qu'on serait vus et que c'est pas le but puisqu'il faut préserver l'effet de surprise, mais il n'empêche que on a quand même une petite idée de vers où se diriger et en général, l'entrée, elle se fait au plus entre 5 et 10 minutes, on est à la salle d'abattage. Une fois qu'on est à la salle d'abattage, le but, c'est de s'enchaîner le plus rapidement possible pour bloquer en fait l'activité. Et évidemment, dans la mesure du possible, on essaie d'éviter qu'il y ait des animaux présents. Le but du blocage d'abattoir, c'est vraiment de pouvoir stopper toute l'activité avant qu'elle ne commence, de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux qui seront amenés par bétaillère, il n'y aura pas de chaîne d'abattage qui sera en route et tout sera complètement stoppé. Alors malheureusement, sur les très gros sites industriels qui fonctionnent H24, c'est impossible. Donc il arrive aujourd'hui, quand on vise de très grands abattoirs, qu'on se retrouve avec des animaux qui sont déjà là, soit dans la partie attente de l'abattoir, ce qu'on appelle la bouverie, ou les halls de réception, soit même dans la partie d'abattage. Alors c'est évident, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour les personnes qui sont extérieures, c'est très difficile pour les militantes et militants d'être avec les animaux dans la salle d'abattage. On sait d'ores et déjà, quand il y a des animaux dans la salle d'abattage avec nous, que même si on fera tout pour les extraire, c'est impossible. Et c'est très difficile comme situation à vivre pour les militants et militantes parce qu'on se sent coupable de ce stress prolongé pour les animaux, du fait qu'ils vont rester là plus longtemps qu'ils n'auraient dû, etc. Mais moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que cette culpabilité-là, évidemment, elle n'a pas lieu d'être. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas de la responsabilité des militants et militantes qui bloquent que ces animaux soient là. C'est la responsabilité de ceux qui dirigent l'abattoir. Et ça, c'est très important de le faire comprendre et surtout de faire comprendre qu'on ne s'en fiche pas. On ne se dit pas, c'est pas grave, c'est quelque chose qui de toute façon est inévitable et c'est tant pis. C'est pas vrai. Il n'y a aucune personne qui a participé au blocage d'abattoir à qui ça n'a rien fait. Ça n'est absolument pas vrai et impossible. Et bien évidemment, c'est douloureux. Mais quel choix nous avons? Si on épargne ces lieux-là, elle est où la lutte antispéciste? Si on n'est pas capable d'aller s'attaquer à ces ennemis-là, ces gros abattoirs qui font en Europe l'exploitation animale, elle est où la lutte antispéciste? Où serait la lutte antispéciste s'il n'y avait pas ces camarades qui vont au rapport de force?
C'est quoi l'objectif de 269 libérations animales? À partir du moment où un abattoir se construit, il fait son cahier des charges et dans son cahier des charges, il a la partie risque. La partie risque dans l'étape de la construction de l'abattoir. Et ben moi, quand je vois aujourd'hui que les plus gros abattoirs, quand ils se construisent, parce qu'il y en a plein qui se construisent partout, qui s'agrandissent, etc. Et quand je vais voir dans leur cahier des charges et que je vois qu'à la partie risque, il n'est question que d'intempéries ou de retard de chantier, et jamais de lutte antispéciste, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les grands patrons qui font les abattoirs et qui décident d'en construire ou d'en agrandir, à aucun moment ils ne considèrent les militants antispécistes comme étant une menace dans l'édification de ces abattoirs-là. Mais c'est extrêmement grave, c'est un terrible échec pour nous. Et moi, quand je vois ça, je me dis, il faut que ça change. Il faut que dans la partie risque, ils aient peur et qu'ils se disent, quand on va construire un abattoir, ce qu'on a à craindre, c'est pas la pluie ou c'est pas la grève de chantier, c'est les militants antispécistes qui pourraient venir empêcher l'édification de cet abattoir. Et le jour où dans la partie risque, il y aura marqué la lutte antispéciste, là, 269 aura gagné son combat. Parce que son combat, c'est que celui-là, 269, existe pour allumer cette flamme, cette étincelle et faire en sorte que la lutte antispéciste, elle existe. Et elle n'existera pas par le véganisme. Pourquoi le véganisme n'est pas la solution à l'exploitation animale? Quand on a face à soi et quand on l'a vu, quand on a touché l'oppression spéciste, quand on y est allé et quand on a vu ces animaux et quand on a été avec eux, quand on s'est assis dans la pisse, la merde et le sang dans le couloir de la mort, on ne peut pas revenir en arrière. Et quand on ne peut pas se dire il suffit d'aller acheter un burger vegan ou de promouvoir les plus grands rayons véganes dans nos supermarchés pour lutter contre ce système-là. Mais évidemment que ça ne peut pas suffire et on le comprend d'autant mieux quand on a touché à ce qu'est l'exploitation animale. Le véganisme dépolitisé, il est récupéré aujourd'hui par le capitalisme qui en fait une niche super cool. C'est devenu très à la mode d'être vegan. Alors toutes les personnalités en mal de vente de films et de disques se disent vegan parce que ça fait bien et ça fait vendre aujourd'hui, mais c'est ça qu'on veut. Moi, quand je vois les animaux qui sont dans le couloir de la mort, je me dis c'est ça en fait qu'on propose nous comme réponse de coller une étiquette végane sur des t-shirts ou des burgers. Évidemment que c'est pas suffisant parce que le véganisme, ce n'est qu'une préoccupation alimentaire et elle n'est pas suffisante si on comprend que le problème des animaux, c'est un problème d'exploitation et de domination systémique. Évidemment qu'à partir du moment où on a cette approche matérialiste-là, on ne peut pas se dire qu'on va militer avec le contenu de nos assiettes. C'est impossible. Ou des rayons de supermarché. Non, le rayon de supermarché, le panier de courses bio n'est pas la finalité aujourd'hui du militantisme animaliste. Je l'espère de tout mon cœur et heureusement. Aujourd'hui, pour moi, la bataille se joue à un autre endroit et à un autre niveau. Et la question animale, elle est éminemment politique. On fabrique ce système de domination-là. Les gens ne sont pas en train de manger de la viande parce qu'ils sont méchants. Ils mangent de la viande parce qu'on vit dans un monde qui est pétri de systèmes de domination, dont le spécisme. Donc, si c'est un système de domination, je dois aller attaquer les structures du système de domination. Les structures du système de domination, ce sont, entre autres, mais les plus importants, les abattoirs. Donc c'est là que je vais. Est-ce que la question animale est une lutte de gauche? Elle est politique et fondamentalement politique et de gauche parce que les animaux sont exploités par un système de domination et pas juste par des individus. Ça, c'est à partir du XVIIIe siècle, l'exploitation animale, c'est plus une exploitation animale de subsistance, c'est plus les personnes à la campagne qui ont quelques poules ou quelques cochons chez elles, c'est plus ça. L'exploitation animale, elle s'est transformée en un système industriel, un système d'exploitation et de domination, avec des décisionnaires, des ouvriers, une classe de travailleurs, des lieux, toute une mécanique, des processus de domination, etc. Et à partir du moment où elle est fabriquée comme ça, où elle est constituée comme ça, évidemment que c'est politique. Elle est politique puisqu'elle ne relève pas d'une préférence individuelle, mais d'un système de domination.
Aujourd'hui, les animaux, ils sont exploités pas par choix individuel de chacun et chacune, mais par un système de domination. Et c'est en cela qu'elle est éminemment politique. Et c'est ça, et c'est cette réalité-là qui devrait nous conduire à faire un choix de cible déterminé. Et si l'exploitation animale est un système de domination, évidemment que nos cibles ne doivent pas être les individus, mais les structures qui fabriquent ce système de domination. C'est une évidence. Donc ce qu'il faut attaquer, c'est pas la consommation, mais la production. Comment vous vous positionnez par rapport aux ouvriers d'abattoirs ? Il y a la question des ouvriers d'abattoirs, qui est fondamentale. Et étrangement, elle ne s'est jamais posée dans le mouvement animaliste. Moi, quand je suis arrivée dans le milieu militant, on va dire en 2015, les ouvriers d'abattoirs étaient systématiquement traités de psychopathes, d'assassins, etc. C'était vraiment les parias, des barbares, voilà, qui officient derrière les murs des abattoirs et dont il ne faut pas se soucier et qui étaient éminemment présentés comme des ennemis. Et en fait, j'ai vu là-dedans aussi un biais réactionnaire. C'est-à-dire que le mouvement animaliste se plaît en fait à s'engouffrer dans une espèce d'approche réactionnaire qui fait qu'il y a des justes dans le monde et des coupables. Et qu'en fait, les véganes seraient les justes, les personnes honnêtes, etc., qui défendent les animaux innocents contre les ouvriers d'abattoirs. C'était l'approche principale du mouvement animaliste. Moi, quand je suis arrivée, en tout cas, et d'ailleurs aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup varié dans ce qu'on appelle la défense animale classique. Et ce biais réactionnaire-là, il est pour moi extrêmement dangereux parce qu'en fait, il ne comprend pas le monde tel qu'il est. Le monde, il est fait de systèmes de domination et de pouvoir. Et en fait, il faut comprendre que l'abattoir, bien évidemment, produit des animaux qui sont dominés, exploite des animaux, mais exploite aussi des humains. Et ça, c'est fondamental. Les abattoirs industriels ont créé une classe de travailleurs même à part pour moi. Les travailleurs d'abattoir, ils sont à part. Quand on entre dans un abattoir, on se croirait dans le prolétariat version 19e siècle. Il y a le sang, le métal, la cadence infernale, les hurlements. Il faut supporter des horaires, des gestes qui sont insupportables pour le corps des ouvriers d'abattoir. Et ça, évidemment, encore une fois, tant qu'on n'y va pas dans l'abattoir, c'est facile de qualifier les autres que soi de monstres, de dire ce sont des monstres, ils sont là par choix. Quand on va dans les grands abattoirs-usines et qu'on les regarde la nuit, je m'en souviens, j'étais dans la voiture et je voyais des bus entiers de migrants et migrantes qui entraient dans l'abattoir d'un côté et les bétaillères de veaux de l'autre. Et là, on avait un entremêlement d'exploitation humaine et animale au milieu de cet immense abattoir. Et c'est resté comme ça. Quand on lit La Jungle de Sinclair, on a l'impression que ça n'existe plus aujourd'hui, alors que c'est exactement comme ça. En Allemagne, il y a eu des scandales à répétition sur les travailleurs détachés dans les abattoirs, qui sont tous des travailleurs qui viennent d'autres pays, évidemment, et à qui on impose des conditions horribles et extrêmement pénible. Et je crois que ça, il faut comprendre que les abattoirs, ils se sont créés sur le sang des animaux et aussi sur la souffrance des ouvriers. Et cet entremêlement, en fait, de souffrance, cette souffrance en partage, fait aussi que les abattoirs sont des cibles intéressantes pour ça. Et qu'en fait, l'abattoir fabrique les hommes contre les animaux avec de part et d'autre de l'exploitation, de la domination et de la douleur. Et quand on a fait les premiers blocages d'abattoirs dans des grosses structures, il y avait ce premier face-à-face avec les ouvriers d'abattoirs. Il était extrêmement chargé parce que on les voyait au loin, ils nous regardaient et ils se disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent finalement cette machine insupportable ?» Et moi, je n'ai jamais ressenti de violence ou d'animosité de la part des ouvriers d'abattoirs. Ils étaient plutôt gênés, en fait, qu'on soit là. Et les premières fois, ils étaient même, je dirais pas effrayés, mais vraiment gênés. En fait, ils ressentaient de la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les ouvriers d'abattoir et ce qui explique aussi qu'ils n'en parlent jamais, c'est qu'ils se sentent coupables, en fait, d'être là. Ils savent très bien que c'est un métier qui est compliqué d'assumer, en fait, au grand public, face à du public, du moins. Et ils se sentent extrêmement coupables. Et en fait,
je vais pas mentir, bien sûr que sur les blocages d'abattoirs, il n'y a pas de dialogue avec les ouvriers d'abattoirs. Parce qu'on est en train de bloquer une chaîne d'abattage, eux sont loin et de toute façon, ils n'ont pas accès finalement à nous. Mais je crois profondément qu'en fait, et notamment dans les plus grands abattoirs qu'on est bloqués, il y a ça réveille en fait quelque chose en eux, chez les ouvriers d'abattoirs, que de se dire, oui, il y a quelqu'un d'autre que moi qui sait que dans ces lieux-là, c'est pas normal ce qui se passe et c'est ignoble. Et en fait, je sens une espèce de complicité à distance. Et d'ailleurs, il y a eu des fois et parfois des gestes d'aide de la part de certains ouvriers d'abattoirs qui nous montrent des sorties, des portes, qui nous ouvrent des portes. Personne ne le croira et pourtant c'est vrai. Il y a des ouvriers d'abattoirs, quand ils nous voient arriver pour bloquer, ils font le geste d'ouvrir la porte. Et je crois qu'aujourd'hui, le mouvement animaliste ne fera pas sans les ouvriers d'abattoirs. Pour moi, c'est les grands oubliés du mouvement antispéciste et c'est une énorme erreur. On ne fera pas sans eux. On ne fera pas sans les personnes humaines qui sont exploitées par ce système. Parce que le système d'exploitation animale, il a besoin des humains pour fonctionner. Évidemment. Et on ne fera pas sans eux, sans intégrer cette question-là dans notre problème. Et ça, c'est une erreur fondamentale de parcours du mouvement animaliste que de les mettre de côté et de les qualifier de monstres pour ne pas avoir à s'en soucier et pour les mettre du côté des coupables. Et nous serions les justes. Et ce biais réactionnaire-là, 269 essaie de le pulvériser et de raconter autre chose, et d'expliquer autre chose, et de faire autre chose. Et je tiens quand même à signaler qu'il y a des grèves et des blocages qui sont faits par les ouvriers d'abattoirs. Il y en a aujourd'hui. L'abattoir Pini en Espagne, celui qui s'appelle Literamit en Espagne, il a été bloqué par les ouvriers eux-mêmes, qui n'en peuvent plus des cadences et qui ont bloqué leur propre abattoir. Et malheureusement, le mouvement antispéciste ne s'en fait pas le relais, alors qu'il faudrait le faire. Aux États-Unis, pendant le Covid, il y a des enfants des ouvriers d'abattoirs et des ouvrières d'abattoirs qui ont été manifestés en disant « Nos parents meurent pour votre viande ». Mais un slogan comme ça, il devrait être rendu public par le mouvement antispéciste. C'est notre rôle de dire ça, d'aller à leur rencontre, d'essayer de rencontrer des syndicats, des ouvriers d'abattoirs et de construire quelque chose ensemble. Et ça, pour moi, c'est le plus grand défi de 269 dans les années à venir. Et c'est pour ça aussi que la tactique du blocage d'un abattoir, elle est intéressante et importante. Parce que ces personnes-là qui souffrent en silence dans ces lieux, personne ne va vers elles. Personne. La gauche les a oubliées depuis longtemps, on le sait. Et c'est peut-être du mouvement antispéciste que viendra justement cette libération de leurs paroles et cette libération aussi de leur colère qu'ils ont de faire le sale travail. Parce que c'est facile, c'est sur le dos des pauvres qu'on fait l'exploitation animale, mais ceux qui sont en haut dans les bureaux, on ne les voit jamais. Et c'est justement aussi quelque chose que veut pointer 269 en allant dans les abattoirs. Tu parles de lutte avec les animaux et pas pour eux. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Les animaux dans les abattoirs, ce sont les victimes. Des victimes qui souffrent de manière abominable et qui sont tuées à la chaîne, mais c'est aussi des individus qui résistent et jusqu'au dernier moment qui essaient de s'en sortir et de fuir. Et ça, je l'ai vu dans tous les abattoirs. Et quand on est entré dans l'abattoir Tradival de la Palisse, c'est un grand abattoir de cochons, ignoble. C'était un blocage qui s'est déroulé en 2017, c'était parmi les premiers. Je me souviens des cochons qui faisaient semblant de dormir quand l'ouvrier était venu les chercher pour les emmener sur la chaîne d'abattage, prendre ce qu'on appelle le restrainer. C'est cette espèce de couloir qui serre leur corps et qui les emmène jusqu'à la pince électrique. Et il faut les amener jusque-là. Et les cochons, ils se sont tournés, ils ont mis les fesses vers l'ouvrier d'abattoir, et ils faisaient semblant de dormir. Et ce mur de cochons, ça faisait comme une barricade dans l'abattoir. Les cochons, ils ont fait une barricade. Et c'était... Je suis très émue parce que c'était tellement puissant à voir. Ou comme ce cochon qui avait été mis à part dans un petit box parce qu'il avait des tumeurs partout et qui se déplaçait difficilement. Et je l'ai vu. Il est sorti de son box, il a réussi à ouvrir le petit clapet et il a été ouvrir à ceux d'à côté. Et ils savent qu'ils peuvent pas fuir. Ils peuvent pas fuir parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des grilles et parce que de toute façon, s'ils fuient, ils seront rattrapés, ils seront assassinés par des coups de fusil de la gendarmerie qui les rattrapera. Mais n'empêche qu'ils se baladaient dans le couloir. Et jusqu'au bout, ces tout petits faits-là, ces dos tournés, ces cris, ces petits loquets qui s'ouvrent, c'est les plus beaux gestes de résistance que j'ai vus au monde.
Parce que c'est les pires des subalternes, les animaux. Ils ont des corps qui sont trop gros, des corps qui peuvent pas marcher, des corps qui n'arrivent pas à sauter les barrières. C'est horrible. Le cochon, il est dans son box, la barrière, elle est là. Si c'était pas un cochon qui était trop gros, il arriverait presque à s'enfuir. Mais il peut pas parce qu'il a son corps qui est modifié génétiquement et qui est énorme. Et c'est terrible de voir ça, de voir cette incapacité à sauver sa propre vie. Et c'est ça qui est magnifique quand on fait des actions directes, c'est que tout d'un coup, les cochons, ils peuvent s'envoler au-dessus de la barrière. Mais c'est la plus belle des poésies du monde. Et quand on fait une libération dans un abattoir, quand on arrive à trouver des placements, parce que c'est pas facile, il faut le dire aussi. Il y a très peu de lieux, très peu de refuges ou de familles d'accueil qui acceptent d'avoir des animaux sans papier. Eux, vraiment, c'est terrible pour eux parce qu'il y a vraiment peu de chances de s'en sortir. Même les personnes qui sont soi-disant là pour les aider ne les acceptent pas quand ils n'ont pas de papiers légaux. Donc ces pauvres clandestins, c'est hors la loi, ils ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Mais quand on trouve des placements pour eux et qu'on peut aller les libérer et qu'on peut faire une libération avant un blocage, mais qu'est-ce que c'est beau! On peut y aller et on peut tout d'un coup les faire s'envoler au-dessus des barrières. Tout d'un coup, ces petits poulets qui sont rien dans ces caisses, qui sont personne, qui sont de la marchandise, on ouvre la caisse et on les prend tous et on les met dans des cartons et on s'en va avec. Et on fait une percée pour aller jusqu'à la camionnette et les mettre dedans. Ce sont des fuites solidaires, des fuites complices. Ce sont des étreintes avec ceux qui ne comptent pour personne, avec les invisibles parmi les invisibles. Et cette étreinte-là que fait l'action directe, ce geste de survie, il remet de la politique en plus. Parce que la politique, c'est une question de vie ou de mort pour les dominer. C'est pas une question de concept, c'est pas une question de vote ou d'autre chose. Pour les corps qui sont dominés, la politique, c'est ce qui va faire qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Et le geste d'action directe, c'est le plus politique qui soit. C'est un geste de survie, un geste de complicité ultime. Et c'est en ça que les libérations d'abattoirs, c'est pas juste des petites histoires, c'est pas juste la petite cerise sur le gâteau. C'est des petites histoires qui font la grande politique pour moi. C'est vraiment des petites bombes dans l'abattoir. Et tout d'un coup, ces étreintes, ces gestes-là, ils transforment les animaux qui étaient quelque chose dans ce lieu en quelqu'un. Quel autre geste peut transformer quelque chose en quelqu'un? En fait, tout d'un coup, on fait marche arrière en fait dans l'abattoir. L'abattoir transforme les animaux qui sont des individus en quelque chose et l'action directe vient retransformer les animaux qui étaient une marchandise en quelqu'un, en des individus. Et ces animaux-là, ensuite, ils ont une histoire. Ils deviennent des prénoms que tout le monde connaît. Tout le monde sait qui est Charlotte. Tout le monde sait qui était Poupou. Tout le monde sait qui étaient tous les autres animaux libérés. Et ça, c'est avec ces petites histoires-là qu'on fait changer le monde. Et ensuite, en plus, ils ont un parcours du combattant pour pouvoir survivre. C'est pas terminé pour eux. Une fois la petite barrière franchie, une fois l'étape en camionnette et la cavale réussie. Après, il y a la police sanitaire qui les pourchasse parce qu'ils n'ont pas de papier. Parce que l'ordre spéciste ne supporte pas qu'un seul animal y échappe. Pour tenir, l'ordre spéciste doit abattre les animaux. Pour tenir, l'ordre spéciste doit dire que tous les cochons sont abattus et que pas un seul n'y échappera. Et quand dans l'abattoir de Saint-Vite, il y a un blocage d'abattoir, qu'il y a un taureau qui est blessé, qui fait tout le blocage avec les militants, que les militants disent « nous sortons de l'abattoir, nous vous évitons une évacuation, si vous nous laissez partir avec ce taureau ». L'abattoir y a intérêt économiquement. L'abattoir peut redémarrer son activité si les militants sortent. La police y a intérêt. Puisqu'elle n'a pas d'évacuation à faire, c'est plus facile pour elle. Et bien pourtant, l'abattoir refuse. Il refuse pas parce qu'il n'a pas envie de donner le taureau, ou parce que ça lui ferait perdre de l'argent, ou parce que c'est trop compliqué à faire, puisque les militants proposent de venir avec un véhicule. Ils ne donnent pas le taureau, parce que sinon c'est l'ordre spéciste qui s'écroule. Pas un seul ne doit sortir. Pas un. Sinon, tout tombe. Et les animaux, ils sont captés dans ce système de domination et ils ne peuvent pas en sortir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'abattoir, c'est un processus mécanique matériel, mais c'est aussi une idéologie qui est fabriquée dans l'abattoir. L'idéologie spéciste se fabrique dans l'abattoir. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que les animaux ne peuvent pas en sortir, parce que ça se fabrique là, à ce moment-là, dans ce lieu-là, dans ce box-là. Et c'est pour ça qu'il faut taper là et qu'il faut taper fort. Si on casse ça, on fait tomber le système d'exploitation animale.
L'abattoir, c'est le petit morceau de fil qui fait venir toute la pelote. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Vous êtes un collectif français qui agit en Europe. Comment ça marche ? 269 Libération Animale ne connaît pas de frontières, puisque sur les blocages d'abattoirs, ce qui est très beau, c'est qu'il y a des camarades de tout pays qui participent. Italie, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagnol, Luxembourg, pour quelques-uns. Et c'est vraiment très beau d'avoir ce côté international, bien sûr pour l'instant européen. Et ça, c'est la grande force de 269 Libération Animale que d'avoir construit une lutte européenne et une lutte qui parle aussi dans plusieurs pays. Une lutte qui accroche en fait des espoirs militants. Parce que je dis toujours 269, c'est un espoir infini. Et c'est ça que je vois, moi, chez les camarades. Quand on est juste avant les blocages d'abattoirs et qu'il y a ces grandes réunions, on est ensemble, ces espèces de briefings, où on répète le plan une dernière fois, il y a cette espèce d'espoir dans les yeux, de se dire, bah oui, on n'est pas beaucoup, ils sont des milliards en face, on n'a pas d'argent, ils en ont des milliards. Il y a tellement d'animaux par jour qui sont tués, on est presque folle et fou d'y croire. Mais en fait, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'allume, en fait, c'est cette fameuse petite étincelle dont parlait Rosa Luxembourg que j'affectionne tellement. Et je trouve que c'est précisément dans ces moments-là, en fait, qu'elle se révèle et c'est vraiment très beau. Et surtout, ça crée cette solidarité internationale qui nous permet ensuite de trouver des fonds, qui permet aussi que 269 fasse se rencontrer des personnes dans tous les pays, des personnes qui ont envie de converger vers ce mode d'action. Ça permet de créer aussi des événements de soutien dans d'autres pays et ça permet de forger toute une communauté qui va s'entraider et qui va agir ensuite ensemble. Se battre pour les animaux et vivre dans un monde spéciste, comment ne pas perdre espoir ? Le désespoir, il est normal. Quand on lutte aujourd'hui, que ce soit contre n'importe quel type d'oppression, on a un sentiment d'impuissance parce qu'on est petit face aux géants. Et ce sentiment de désespoir-là, il ne faut pas qu'il se transforme en un espèce de fatalisme, un espèce d'immobilisme. C'est ça qui est le plus important. Bien sûr qu'il y a une chance infime d'y arriver, mais on la doit aux personnes qui souffrent, aux opprimés. La lutte antispéciste, elle est particulière parce que nous ne sommes pas les opprimés. Nous luttons avec d'autres qui sont, eux, les victimes du système d'exploitation. Et je crois que les animaux, ils nous montrent le chemin. Quand ils sont au fond de leur toute petite cage, jusqu'au box d'abattage, jusqu'au couloir d'abattage, eux, ils résistent parce qu'ils y croient et parce qu'ils tiennent à leur vie. Alors si eux, ils le font, le minimum qu'on puisse leur donner, c'est cet espoir-là et cet engagement-là qu'on a, qui est celui d'y croire avec eux. Bien sûr, et je ne vais pas mentir, moi aussi parfois, je me dis « on n'y arrivera pas, c'est impossible, etc. » Mais quand je vois qu'avec 70 camarades, on peut faire vaciller des géants de l'exploitation animale qui ne se sont jamais arrêtés, qui ont abattu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des crochets qui passent, et qui ne s'arrêtent jamais, eh ben on y arrive. On arrive à l'arrêter 13 heures, on arrive à les arrêter 19 heures. C'est bien la preuve que c'est possible. Et ils existent aussi pour ça, les blocages d'abattoirs, pour montrer que c'est possible et plus il y en aura, et plus on exercera une pression, et plus on pourra obtenir des effets, plus on sera efficace, et plus évidemment on fera vaciller le système. Et quand on commencera à créer cette fracture et qu'on arrivera à exister comme un ennemi et qu'on sera une vraie menace pour le système d'exploitation, on aura commencé à gagner. Ça, j'en suis persuadée. Mais là, on est dans le temps politique où il faut taper haut et taper fort parce qu'il faut faire cette fracture. Et pour faire cette fracture, il faut de l'action directe. C'est la méthode et moi, j'y crois.
J'y crois de tout mon cœur, de tout mon corps et j'y crois avec les animaux. Plus tard, si jamais il y a cette fracture qui est faite, si jamais on commence à exister comme une force d'opposition et si jamais on est une vraie menace, on s'occupera de négocier, d'essayer d'autres choses. Mais là, pour l'instant, c'est le moment de l'action directe. C'est pour ça que je crois qu'il est très important de comprendre que les moyens de lutte, les tactiques de lutte qu'on emploie, elles s'inscrivent dans un temps, dans une histoire. Et que quand on n'a rien, quand on est invisible, quand on n'existe pas, évidemment, pour exister, on a le devoir de taper fort et de taper haut. Et c'est maintenant, c'est le temps de l'action directe, maintenant. Engagez-vous, engagez vos corps, vos cœurs avec vos camarades. Si vous vous sentez isolé aussi, parce que c'est important de le dire, parfois on est seul dans son coin, être antispéciste, c'est difficile, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire seul? Les blocages d'abattoirs sont de formidables espaces aussi de rencontres entre camarades. Et c'est pour ça qu'ils sont beaux. On n'en a pas, nous, des espaces comme ça. Et ben les blocages le sont. Ils permettent aussi de fédérer des amitiés, des liens très solides. Et de ces liens-là naissent des actions puissantes. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce que fait 269. Alors rejoignez-nous.